Merci beaucoup. Alors, bienvenue à cette réunion du Cash Working Group régional. Désolé pour quelques minutes de retard, c'est toujours des couacs de la technologie. Voilà, c'est la dernière réunion du Cash Working Group régional pour cette année, avant de donner rendez-vous pour l'année prochaine. Avant de commencer, je propose de faire un petit tour de table avec les personnes qui sont ici à Dakar. Moi, je suis Mirko Tomasi avec les Calp Network. Bonjour à tous, c'est Sophie, je suis l'assistante administrative du bureau de CALP. Bonjour, je suis Hortense, je suis de la Croix-Rouge britannique, bureau régional HAB. Merci. Bonjour. Bonjour, moi c'est Abdoulaye, je suis aussi de l'équipe du CALP bureau régional à Centre. Bonjour, Valérie de Cash and Market Advisor pour NRC, du bureau régional. Merci beaucoup à tous. Donc, pour ceux qui sont en ligne, désolé, ma caméra a une petite souci, je vais essayer de voir si ça fonctionne après. Si vous voulez, pour qui a envie, vous pouvez vous présenter dans le chat, et comme ça, on sait exactement qui est présent. On propose de toute façon de commencer. On va vous présenter l'agenda de la réunion. Mais avant cela, voilà, comme d'habitude, on a la possibilité de suivre cette réunion avec l'interprétation. Donc, vous voyez, vous pouvez sélectionner en cliquant le bouton interprétation et sélectionner la langue que vous préférez. In English, so for everybody, if you wish to follow this meeting in English, please go to the interpretation icon and select your preferred language. Merci. Donc, cette réunion sera enregistrée et sera partagée, mise en ligne dans les sites du CALP et sera accessible pour tout le monde, aussi pour ceux qui ne sont pas là. Merci aussi à tous les présentateurs et tous les intervenants de parler lentement afin que les interprètes puissent aussi avoir le temps de traduire. Voilà, aujourd'hui pour l'agenda, on commence comme d'habitude avec les tours de table des différents cash working groups qui seront connectés avec leurs points, les priorités, les travaux dans lesquels ils sont en train de travailler, leurs défis. Ensuite, on aura une présentation du Conseil danois pour les réfugiés sur un programme régional qu'ils ont ici au Sahel sur les transferts monétaires avec les acteurs locaux. Ensuite, on fera un travail de groupe en utilisant les Jamboard. Pour ceux qui ne sont pas familiers, on va vous les montrer tout à l'heure et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Et enfin, on aura les divers. Donc, si vous avez déjà des divers, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat et vous pouvez écrire divers et vous ajoutez vos divers. Comme ça, on vous donnera la parole à la fin, quand on arrivera au divers. Voilà, je ne sais pas si vous voulez aussi intervenir, s'il vous plaît, levez la main et on va vous donner la parole. Autrement, on vous invite vraiment à mettre tous les commentaires aussi dans le chat, même lors des présentations ou lors des points de tour de table, si vous avez des commentaires ou des suggestions pour les différents cash working groups, afin qu'on puisse vraiment interagir aussi en utilisant les chats. Voilà, donc sans plus tarder, on commence à faire le tour de table. Ok, je vois une main levée et c'était justement, on donnait la parole au Cash Working Group du Mali pour commencer le tour de table. Voilà, Djibril, toi la parole. Merci Miko. Bonjour à toutes et à tous. Et j'espère que la journée s'annonce bien pour tout le monde. Donc, je suis Djibril Mimche, en charge de la coordination du groupe de travail cash au niveau du Mali. J'ai quelques thématiques à partager avec vous aujourd'hui, notamment la première est sur le processus MIB. Depuis mai 2023, nous avons déclenché le processus
et pas mal d'étapes a été suivies. Tout récemment, nous avons organisé un atelier national d'analyse des données MEP où tous les acteurs, notamment les clusters et les structures étatiques, ont participé au processus. L'approche était une approche vraiment consensuelle et consensuelle. Et allô? Oui, oui. C'était une approche vraiment consensuelle et consensuelle, où nous avons utilisé la base de données NSAN pour tout ce qui est la partie alimentaire, et nous avons utilisé aussi la base de données de l'EMOP pour tout ce qui est non alimentaire. L'approche était hybride. L'approche était hybride parce qu'on a aussi utilisé une approche hybride qui prend en considération l'approche basée sur les dépenses et l'approche basée sur les droits. Comme je disais tout à l'heure, pour l'approche basée sur les dépenses, on a utilisé les données de l'INSAN, et pour l'approche, on a aussi utilisé l'approche droit pour tout ce qui était non alimentaire. C'est un peu sur ça qu'on s'est basé pour le calcul du MEB. Et nous avons ressorti les montants par différentes régions. Chaque région au Mali a un montant de transfert et aussi une valeur de transfert. Il était question pour nous de faire cette différence parce que au Mali, chaque région a une spécificité. Donc, la présentation du résultat va se faire aujourd'hui aussi au niveau du Cash Working Group du Mali, qui va se tenir tout à l'heure. Et comme prochaine étape, nous avons un atelier de rédaction du rapport qui va se tenir du 16 au 17 novembre 2023 et un atelier national de validation du rapport qui va se tenir le 30 novembre 2023. C'est un peu ça, tout ce qui concerne le domaine. Aussi, on va essayer aussi de changer sur l'atelier stratégique du Cash Working Group. Vous savez, nous sommes en fin d'année, et qui dit fin d'année dit aussi préparation de l'année suivante. Donc, il est question pour nous, au niveau du Mali, d'organiser un atelier stratégique du Cash Working Group qui va se tenir du 27 au 28 novembre, afin que tous ensemble, on puisse définir un plan d'action et travailler sur la stratégie du Cash Working Group 2024. Également, vous savez que il sera aussi question de réunir les bailleurs de fonds parce que au niveau du Cash Working Group de Mali, nous avons pas mal d'activités qui doivent être financées pour 2024. Surtout, nous mettons beaucoup d'accent sur cette stratégie et sur ce plan d'action. Et enfin, je vais aussi essayer d'échanger avec vous le contexte du Mali. Je pense que vous le savez. Peut-être vous le savez, peut-être d'autres ne le savent pas. Mais vous savez, au Mali, il y a le retour de la MINUSMA. Qui dit retour de la MINUSMA parle de situation sécuritaire. Du coup, depuis le retour de la MINUSMA au niveau du Mali, il y a pas mal des exacerbations sécuritaires au niveau des régions du Nord, notamment Ménaka, Kidal et d'autres régions. Du coup, cela pose aussi un souci ou une question sur le fonctionnement du marché. Les marchés sont non approvisionnés. Il y a les attaques des marchandises de commerçants. Il y a des blocus pour tout ce qui est transportation des marchandises. Et qui dit transfert monétaire parle aussi des marchés. Parce que vous savez tous que l'une des conditions pour la fonctionnalité ou pour la faisabilité d'un programme basé sur le marché ou sur le transfert monétaire et la fonctionnalité du marché. Donc, ce blocus sur l'approvisionnement des marchés pose aussi un problème sur la modalité cash au niveau du Mali. Du coup, nous, comme acteurs au niveau du Mali, et on va encore en discuter plus lors de l'atelier stratégique du Cash Working Group, de voir comment cet impact un peu global au niveau des régions du Nord peuvent affecter la modalité cash au niveau du Cash Working Group. C'est aussi vrai que en amont, il y a déjà quelques études qui ont été menées par Rich où on essaie de déterminer plus ou moins quels sont les marchés qui ont été affectés. Mais jusqu'à ici, l'étude n'a juste fait référence à 3 marchés au niveau du Nord. On aimerait avoir une étude un peu plus étendue sur d'autres régions du Nord, vu que
cela affecte toutes les régions du Nord d'une manière un peu plus globale. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Over. Merci beaucoup, Djibril, pour cela. Je ne sais pas si quelqu'un a une ou deux questions pour le Mali. On a bien compris que le contexte devient de plus en plus complexe au Mali. Et merci aussi pour avoir partagé vos points. Euh, je vois beaucoup de choses intéressantes qui sont en cours. Bon, donc, je vous invite aussi, si vous avez des questions pour le Mali, les mettre dans la chat, vu que je ne vois pas de main levée. Et on passe au Burkina. Je ne sais pas qui au Burkina, Sani, Sarata, Alpha, qui veut présenter les points. Bonjour à tous. Bonjour, Sani. Ok, moi c'est Sani, je suis le lead du Cash Working Group déployé par CashCap et hébergé par OCHA. Pour ce qui est du Burkina Faso, bon, on a principalement un point qui est à partager dans le cadre de cette plateforme, c'est du point de vue contexte politique lié à l'utilisation des transferts monétaires ou la situation s'est un peu détériorée, on va dire, avec de nouvelles suspensions suite à un message du ministère de l'administration du territoire dans d'autres régions au-delà de celles dont on connaît depuis pratiquement un an. Et donc, du coup, on s'achemine dans un contexte de plus en plus très restrictif par rapport à l'utilisation du cash dans ce pays. Et donc, au niveau du Cash Working Group et de tous les acteurs humanitaires, les discussions sont en cours pour essayer de dégager un peu quelles sont les positions communes, les idées qu'on peut proposer notamment à l'équipe du humanitaire pays qui va se réunir ce soir et dont les sujets seront sur la table de discussion. Donc, au niveau du Cash Working Group, nous sommes concertés pour essayer de dégager des positions communes avec des messages clés qui vont être partagés à l'équipe humanitaire pays, qui les portera au niveau des autorités. Parce que tout cela intervient dans un contexte où, depuis mars, les acteurs du Cash Working Group et la partie gouvernementale ont travaillé sur un document qui va encadrer l'utilisation des transferts monétaires dans ce contexte, qui malheureusement, au vu des dernières décisions, ralentit encore ce processus d'adoption de documents, mais nous attendons toujours euh, les retours des autorités par rapport à la proposition qui a été faite sur comment il faut procéder pour l'adoption de ce document. Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être si Sarata ou Alpha qui sont dans cette réunion peuvent, ou même Julia, ont des choses à compléter. Merci. Tes collègues en ligne d'ajouter quelque chose. Et je ne sais pas autrement, s'il y a quelques questions. Pour ma part, je serais vraiment intéressé à savoir qu'est-ce que vous pensez, vu que vous êtes en train de travailler sur le protocole. Est-ce que vous avez des infos, vous avez des sentiments que ça va améliorer le contexte ou vous ne pouvez pas vous exprimer là-dessus? Euh, Bonjour, peut-être je vais intervenir si Sani le permet aussi. Je pense que l'adoption du document à venir, donc il ne l'appelle plus protocole, ça va prendre la forme peut-être d'un arrêté interministériel adopté par le gouvernement et nous sommes convaincus que son adoption va ouvrir la voie
à la levée des mesures de suspension dans la majeure partie du pays. Bien sûr, le Sahel, la première région qui avait décidé la suspension, va certainement continuer à maintenir l'interdiction parce qu'il n'est pas convaincu du tout et il ne veut pas faire la levée. Mais par contre, les autres régions nous ont fait comprendre, en tout cas les gens avec qui nous avons parlé, qu'ils attendent l'adoption de ce cadre réglementaire pour lever la suspension. Mais nous pensons que la nouvelle donne va donner beaucoup plus de contrôle, plus d'implication du gouvernement dans la mise en œuvre des interventions humanitaires. Du coup, on devra être regardant sur le respect des principes humanitaires, etc., qui peuvent en pâtir avec ce renforcement des contrôles du gouvernement. C'est ça que je voudrais dire. Merci, au revoir. Compris. Et nous aussi au CALP, on est très intéressés à continuer à suivre la situation et voir de quelles mesures aussi éventuellement on peut appuyer les cash working group parce que c'est aussi une chose qu'on regarde vis-à-vis des autres pays à côté. On voit que pour l'instant, il y a pas les mêmes dangers, mais voilà, les contextes est en train d'évoluer et donc ça serait vraiment bien de faire une réflexion euh, peut-être basée sur le contexte burkina, mais qui va au-delà pour essayer de prévenir et adopter certains mécanismes de mitigation pour éviter que ça se répète aussi dans d'autres pays. Merci beaucoup aussi d'avoir souligné l'effet de respect des principes humanitaires. C'est vraiment au cœur de notre travail pour assurer que les bénéficiaires soient protégés. Je ne vois pas Il y a une question oui, je vois la question dans le chat pour toi, Alpha Ossani. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que le protocole avec cet arrêt ministériel sera approuvé? Est-ce que vous avez une date, une tentative de date? Ok, merci Acheta pour cette question. Présentement, on ne peut pas se prononcer sur des dates, mais les discussions ou bien les informations qu'on a reçues jusqu'hier, c'est que c'est un document qui est entre le ministère de l'Action humanitaire et le ministère de l'Administration du territoire. L'idée, c'est de faire une proposition d'arrêté ou bien de décret. Ce qui rend l'exercice un peu complexe ici, c'est que ça dépend. En tant que comité de techniques qui avait travaillé sur le document, il y avait deux propositions qui sont sorties d'un point de vue juridique. Soit c'est un décret autonome, soit c'est un arrêté. Dépendamment de quelle est l'option qui est prise par l'autorité, euh, il y a des temps que ça prendra. Par exemple, si ça va être un décret autonome, ça demande un processus très long. On espère qu'ils vont pas aller vers ça et donc beaucoup plus pencher vers un arrêté interministériel dont les documents pourraient être rapidement préparés et adoptés par les différents ministères concernés. Donc, on ne peut pas se prononcer sur des dates et ça fait partie des points sur lesquels on compte demander à l'équipe humanitaire pays d'insister pour qu'on puisse avoir une accélération de ce processus et aboutir à une signature de ces documents. Merci. Merci beaucoup, Sani. Pour question de temps, c'est une discussion très intéressante. Je vois qu'il y a autres questions aussi dans le chat. Si vous pouvez peut-être répondre dans le chat, comme ça on avance et avec les autres pays. Et ça sera une thématique de toute façon que même au niveau du cash working group régional, on va suivre de près parce qu'effectivement, ça peut affecter aussi, comme on disait, d'autres pays. Merci beaucoup encore au cash working group Burkina, Sani, Alpha, Sarat et Julia. On peut passer au Cash Working Group Cameroun. Thierry, est-ce que tu nous entends? Tu as la parole. Bonjour, bonjour Miko, bonjour à tous. Est-ce que vous me recevez? Oui, Bonjour Miko, bonjour à tous. Est-ce que vous me recevez? oui, oui, très bien. Merci Thierry. Ok, merci, bonjour. Alors, pour le Cash Working Group du Cameroun, deux principaux points. Le premier, c'est la préparation de la retraite, d'une retraite qui va être à la fois une retraite pour convenir des étapes pour la transition vers le nouvel modèle de coordination, notamment
quels seront les rôles, la précision des rôles des leads programmatiques et non programmatiques, et aussi comment est-ce qu'on va articuler cela au niveau des cash working groups sous-nationaux. Et aussi, là, elle permettra à cette retraite d'adopter le plan d'action, de mettre à jour le plan d'action pour l'année 2024, qui va s'inspirer d'une mission de terrain qui a été conduite entre OCHA et le PAM, où les attentes des principaux acteurs ont été recensées, notamment sur le partage des données avec le gouvernement et entre les acteurs, puisqu'il y a une forte progression des activités de protection sociale et une collaboration aussi poussée entre le gouvernement qui s'intéresse au transfert monétaire dans le cadre de la protection sociale. La 5W, le partage d'informations, le renforcement des capacités, le suivi des marchés. Donc, nous allons articuler, proposer un plan d'action sur cette base au cours de cette retraite, l'adopter et commencer à penser à et planifier sa mise en œuvre pour 2024. Et également, on va arrêter la feuille de route, la date où il y aura l'élection des leads programmatiques, la fréquence, avec l'appui des différents bureaux régionaux pour parvenir à mieux implémenter la politique cash. Le deuxième point, c'est la suite des évaluations de faisabilité des transferts monétaires dans les crises. Alors, on l'a fait déjà à l'extrême nord pour la crise du Sahel. La collecte de données a été lancée hier, en début de semaine, je crois que c'était lundi, pour la crise des réfugiés centrafricains à l'est du pays. Et nous sommes en train de la planifier, discuter avec les acteurs au niveau de la crise sociopolitique des régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une évaluation qui est menée par tous les acteurs, à la fois humanitaires et de protection sociale, ce qui a été pas toujours évident. Il fallait convenir d'une méthodologie qui peut convenir à tout le monde. Et on est en train de travailler pour qu'on ait un résultat le plus inclusif possible qui va permettre d'informer également le plan de réponse humanitaire 2024 sur les zones où le cash est faisable, quels sont les instruments de paiement qu'on peut utiliser. Donc voilà les deux principaux points que je voudrais présenter pour le Cameroun. Over to you. Merci beaucoup, Thierry, pour ce point. Il y a une question déjà dans le chat. Si quelqu'un veut intervenir, s'il vous plaît, vous pouvez lever la main. Et je vois une question dans le chat de Djibril. Est-ce que le plan de transition a-t-il déjà été élaboré? Alors, merci Djibril. Au cours de cette retraite, nous allons justement valider le plan de transition. Il n'y aura pas d'élection au cours de cette retraite, mais on va s'entendre sur la feuille de route, les conditions même pour pouvoir être lead programmatique ou non programmatique. Non programmatique, on sait déjà c'est OCHA ou UNHCR, mais également aussi le rôle même que pourraient jouer les structures nationales, que ce soit gouvernementales ou les institutions locales. Donc, c'est au cours de cette discussion, de cette retraite que tout cela va se discuter convenu et on va l'implémenter en 2024. Au revoir. Merci beaucoup, Thierry. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, mais c'est très intéressant. On suit aussi de près le travail du Cash Working Group du Cameroun, parce qu'effectivement, aussi avec cette plan de transition, c'est très intéressant de voir aussi comment le travail va s'aboutir pour aussi servir d'exemple aussi éventuellement pour d'autres cash working groups. Et aussi tout le travail que vous faites pour la planification 2024, c'est aussi intéressant pour voir aussi comment ça va se passer aussi éventuellement pour d'autres exemples comme les autres. Thierry, je vois qu'il y a une autre question pour toi. Je ne sais pas si tu veux répondre directement. J'ai vu la question, elle porte sur les thèmes de référence. Puisque nous allons également, après la retraite, les mettre à jour, je pense. Mais je vais répondre à Bindal. La thérapie peut-être lui partager la version des thèmes de référence que nous avons maintenant. Merci. Parfait, merci beaucoup Thierry. Donc là, on peut, je pense, passer, s'il n'y a pas d'autres questions, à la RCA. Et je pense que c'est qui est connecté pour la RCA. Émilie, la dernière Émilie date de 2020. À l'RCA? Ouais. Ah oui. Moi, j'ai trop hâte d'écouter le chat. Ouais, s'il est là. Oui, mais c'est un recteur qui a été déplacé. Ouais. Non, mais je veux dire s'il est sur la réunion. Il est très bien. Ah, il est bien.
je n'entends pas. On essaie d'abord les Niger. Est-ce que vous êtes connecté? Je ne vois pas Patrice, Fatima. Est-ce que le Niger est connecté? Je ne vois pas non plus le Niger pour l'instant connecté. Il nous avait dit que tous les deux pays nous avaient dit qu'ils allaient se connecter. Donc, on passe autrement la main au Cash Working Group, du Nigeria. Donc, je ne sais pas, je vois connecter Mary. Est-ce que Mary, tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Hi, Miko. Good day, colleagues. Please, can you confirm if you can hear me? Yes, very clear. Thank you. Okay, thank you very much. My name is Mary Sunday. I am here representing the Cash Working Group Coordination Team from Nigeria. Just to share 2 points from our end. We have been updating this group on our MEB, Northeast MEB reports review that we were conducting the exercise, and happy to say that we have finalized and published the MEB review document. I will be sharing the link in the chat box shortly, where you can go to and maybe read the reports and maybe gain some lessons and also see what we did. So during the course of this review, we had like just a few key learning from the review of the MEB. One of it was to involve the sector and cluster working groups more in data collection and the review of the basket, as we understood that most sectors in Nigeria also did a review, and also they have some guidance notes. So it was essential that we involve some of these sectors so as to have some sort of alignment in the document. And also for us to set, clear timelines and also get committed technical dedicated tax team members, and not just few people volunteering, just to have like better commitments to achieve a better result at the end of the day. So that's it. Secondly, following recommendations from our National Cash and Voucher Policy Needs Assessment and the secondary data review that was done on adapting to inflation and depreciation exercise. The Cash Working Group Nigeria has kickstarted an FSP mapping exercise across the Northeast Nigeria. We've started discussions with partners already, and we are currently putting together the tool we'll be using for that exercise. So progress on this will be updating with the group subsequently as we progress. So I think that's all from our end. Over. I don't know if we have any questions or comments. Merci beaucoup, Marie, pour le Cash Working Group du Nigeria. Je vois qu'il y a une question dans la chat. Je ne sais pas, vu que c'est en anglais, si tu peux répondre. C'est par rapport à la document de politique cash au Nigeria. Yes, thank you so much, Jibril. So the National Cash and Voucher Policy document has been validated and approved by the Federal Executive Council. So as it is right now, the NCBA consultant and the Federal Ministry
of Humanitarian Affairs are working on an implementation action plan to complement the document. So we're waiting on communication from their end. And I think we'll be having a discussion next week, Monday, on that. And I'll be giving you updates on that. Maybe if you could drop your email address on the chat box as well, I'll get back to you on further details and also dates of the official launch of the MCBA policy. Thank you. Et il y a aussi autre question sur les chats, toujours sur les MIB. Je ne sais pas si tu veux aussi répondre à cette question avant que on passe au autre pays. Okay, yeah. So the Northeast MEB was endorsed and approved by the ISCG, and yes, we considered outcomes from you know, the inflation and also the fuel subsidy and the high rate of exchange rate as well. All those factors were considered into the prices of items in the MEB as well. Over. Merci beaucoup, Marie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main ou l'ajouter dans le chat. Donc, c'est des discussions très intéressantes, effectivement. Donc, voilà, je viens d'avoir malheureusement un message du Cash Working Group RCA qui n'est pas disponible, mais ils nous ont partagé quelques points. Peut-être à la fin, si on a le temps, je peux vous les lire. Je n'ai pas encore eu de réponse pour le Niger, donc je propose d'aller au suivant, au Tchad. Et donc, je propose de donner la parole au Cash Working Group Tchad. Est-ce que vous êtes connecté? Adaogo, tu as la parole. Allô? On ne t'entend pas, Adaogo. Je vois que tu as ouvert le micro, mais on ne t'entend pas. Allô? Je pense que Adaogo peut avoir un problème avec son micro parce qu'on ne l'entend pas. Donc, Adaogo, on ne t'entend toujours pas. Donc, je propose, si tu peux regarder si tu as un problème de micro ou quelconque, on peut passer d'abord au dernier pays, la RCA, la RDC. Je pense que c'est Claire qui est en ligne. Donc, Claire, à toi la parole. Oui, bonjour, bonjour collègues. Donc, je suis Claire. J'ai rejoint le bureau TCHA comme Humanitarian Affairs Officer, Cash Coordinator. Donc, j'assure le lead d'une équipe. Ici, on est 3. Il y a ma collègue Bindal pour la partie programmatique et Riquin qui m'accompagne pour la partie non programmatique et gestion de l'information. Et voilà, donc c'est ma première réunion du Cash Working Group régional. On a partagé quelques points, mais je vais laisser la parole à Bindal. Et j'ai hâte et je me réjouis d'échanger après avec vous pour l'équipe qu'on est ici en DRC. Merci infiniment. Over Bindal. Merci beaucoup, Claire. Donc, peut-être la première nouvelle de notre côté, c'est le changement de l'équipe de coordination. Riquin, notre collègue qui a assumé le rôle de co-coordinateur il y a plus d'1 an, et aussi il est le chair de Cash Working Group, il est toujours là. Je viens de rejoindre le pays comme co-coordinatrice programmatique. Ça fait 5 semaines, je pense, et Claire, elle est là, ça fait 2 semaines. Donc, nous sommes une équipe qui est nouvelle et on a 3 priorités qu'on voudrait bien avoir que vous échangez avec nous, des templates et d'autres choses. Et donc, la première, c'est l'enjeu de la cartographie des FSP, des prestataires de services financiers.
Dans le pays, on a fait des analyses 2 fois dans les années 2021 et 2020 pour regarder sur la satisfaction des services reçus par des prestataires. Mais maintenant, on a besoin d'une cartographie qui va être plus approfondie, qui regarde à l'accès géographique, gestion de la sécurité et capacité logistique et financière de ces acteurs, parce que ça a un appui beaucoup sur la rapidité des réponses d'urgence. En général, ça prend au moins 2 semaines, à peu près 3 semaines pour les prestataires de services. Et ils ont un upper hand, si je peux dire, quand ils ont des discussions avec les organisations humanitaires, les agents humanitaires. Et un des problèmes, ils disent non très facilement et ils veulent justement coopérer et travailler avec les grandes organisations. Et on veut regarder de différents angles, mais aussi de regarder peut-être l'utilisation des commerçants, des petits commerçants, comme Avala, si on peut dire ici, pour avoir un appui meilleur sur ça. Si vous avez des leçons apprises sur l'utilisation de différents types de prestataires de services et aussi sur comment peut-être des leçons apprises de discussions communes en coordination des différents praticiens des transferts monétaires humanitaires vis-à-vis ces prestataires de services, ça va nous aider énormément. C'est la première chose qui va être bien reçue. Le deuxième point qu'on veut prioriser, c'est l'état des lieux de suivi des marchés et comment l'améliorer. Maintenant, dans le pays, il y a le CAID, il y a MBAM et aussi GMMI qui sont tous là, mais ils ne sont pas harmonisés. Et on a eu de différentes réunions avec différentes contreparties et on pense peut-être lancer un dashboard de Cash Working Group au lieu de GMMI ici parce que le pays est trop grand et les humanitaires ne sont pas partout et ces données ne vont pas parler l'un à l'autre. Et dans ce dashboard, on veut aussi regarder à la faisabilité de cash. Donc, si vous avez déjà avec vous des indicateurs de faisabilité, en dehors de ce que GMMI a, ou même celui-ci, ou aussi peut-être des templates pour ces dashboards, c'est vraiment bien reçu de notre part. Donc, ça va être très, très intéressant pour nous de vous entendre. Et on va quand même essayer comment on peut avoir plus d'accès géographique, de couverture géographique avec nos membres dans le pays, etc. Et aussi, on va continuer à avoir toutes ces discussions. Mais on serait vraiment intéressé s'il y a un autre cash working group qui gère et aussi qui est responsable de suivi des marchés ou ou d'un dashboard et s'appuie sur différentes données secondaires et primaires. Le troisième point de notre côté, c'est d'analyser les risques et comment agir face à la fraude et aussi VBG. Donc, dans le pays, on n'a pas une analyse de risque partagée, commune, et aussi des mitigations, des stratégies de mitigation qui est commun. Donc, on veut aussi lancer un atelier pour regarder ça. Et ça va être très, très bien reçu. Aussi, si vous avez des templates pour le groupe, pour ce type d'exercice, d'atelier, mais aussi de groupes de travail qu'on peut peut-être utiliser ici pour lancer cet exercice. Merci. Et s'il y a des points à compléter, Riquin et Claire, à vous. Merci beaucoup, Bindal. Merci, Claire. Je vois beaucoup de choses intéressantes. Je ne sais pas s'il y a des collègues en ligne qui veulent réagir par rapport au point que vous avez présenté, notamment la cartographie des services financiers et aussi l'analyse des marchés que vous voulez mettre en place avec un dashboard pour le cash working group, au finish aussi de travailler sur les risques que vous avez cités. Je ne sais pas, je n'ai pas aussi regardé la salle tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un aussi dans la salle, n'hésitez pas, ou s'il y a quelqu'un en ligne
Voilà, c'est le moment. Nous, de notre côté du CALP, on va bien réfléchir à cela et on va vous contacter en bilatéral parce qu'il y a effectivement des ressources qui sont disponibles. On va vous les partager. Après, comme peut-être vous le savez, je prends aussi l'opportunité de dire à tous les leads et collègues du Cash Working Group qu'il y a aussi un groupe global Skype des leads et collègues du Cash Working Group. Là aussi, n'hésitez pas aussi à poser la même question dans le groupe global Skype. Même si là, il faut le faire en anglais, mais voilà, parce que ça permet aussi d'avoir des idées qui viennent de tous les différents pays, d'autres continents aussi. Donc, n'hésitez pas. Et si un lead ou co-lead n'est pas encore dans le groupe global Skype, vous pouvez nous faire un message, on va vous ajouter. Je regarde s'il y a des questions pour vous. Je vois que vous êtes en train déjà de répondre. Donc, je ne vois pas de mains levées ou de questions spécifiques. Donc, je vais essayer de voir encore. On peut essayer autrefois avec les Cash Working Group Tchad à Daogo. On essaie, tout à l'heure, on ne t'entendait pas. Est-ce que tu peux essayer, s'il te plaît? Ah, oui, là, on t'entend, mais très, très faible. Bonjour à tous et merci pour la présentation de la RDC. Oui, désolé que j'ai eu un peu de difficulté pour élever ma main. Mais merci aussi beaucoup pour et bienvenue à l'équipe et merci beaucoup pour les actions. Oui, c'est vrai que les défis par rapport à avoir un bon nombre de prestataires de services, oui, c'est un défi réel. Mais est-ce que, à part les commerçants ou les petits les commerçants, oui, y aurait-il de quoi, y aurait-il d'autres opportunités, en fait, et de faire face à ce défi, donc d'élargir les possibilités d'avoir des prestataires de services financiers en RDC? Est-ce qu'il y aurait-il d'autres opportunités déjà identifiées? Merci. Jacques, s'il vous plaît, pourriez-vous vous présenter comme ça, tout le monde sait qui vous êtes avant de donner la parole au Cash Working Group RDC? Oui. Donc, je suis Jacques Abiyarimana, je suis de Samaritan Zoppers et nous sommes à l'est de la RDC. Donc, ça, c'est pour le Cash Working Group régional du Nord Kivu, Goma et de l'Ituri Bunia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Bindal, à toi la parole. Oui, merci beaucoup Jacques. Mais on s'est focusé ici, comme on n'a pas beaucoup de temps, au point qu'on aura besoin de collaboration avec des autres groupes de travail dans la région. Mais comme vous avez bien souligné, c'est pas justement faire un appui sur des petits commerçants, mais on a une stratégie à trois piliers, si j'ose dire. Le premier, faire de plaidoyer au sein des organisations qui font des transferts monétaires à long terme ou à des fréquents plus qu'une fois. Pour qu'ils aussi regardent à l'inclusion financière, aussi faire plaidoyer aux bailleurs pour ça. Donc, si des organisations font 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois des transferts monétaires, et on veut qu'ils aussi regardent comment on peut faire un appui sur l'inclusion financière et inclus pour mobile money. Parce que pour les organisations qui font d'urgence, ça ne fait pas du sens d'acheter des téléphones, de regarder des SIM, etc. pour une transaction d'un fois, quand aussi ces agences de mobile money n'ont pas un appui, une présence qui fait du sens, qui a de capacité financière dans des zones rurales en général. Donc, c'est une des choses, de faire plaidoyer ça. Le deuxième, de faire une cartographie et de regarder
les banques et les autres, mais aussi d'essayer de mettre autour de table des organisations qui ont une significance financière qui est très importante au sein des prestataires et pourquoi pas essayer d'avoir des contrats communs et pour tous les humanitaires, surtout avec les grandes banques comme TMB et les autres, pour arriver à négocier les taux de service et aussi cesser comment dirais-je, un engagement préférentiel de part des prestataires, donc d'avoir cet appui. Mais le troisièmement aussi, de regarder quoi d'autre est possible, surtout dans des zones que l'accès n'est pas toujours très facile et des FSP, donc les prestataires comme des banques et aussi des agences de transfert monétaire ne veulent pas prendre le risque d'y aller. Et dans ces zones-là, s'appuyer sur les commerçants. Donc, c'est notre stratégie en gros. Et pour tout ça, s'il y a des autres groupes de travail qui l'ont déjà fait, qui ont des leçons apprises, c'est bien, bien reçu. Merci. Merci beaucoup, bien intéressant. Merci beaucoup pour la question. Merci Binta. Comme j'ai dit, nous aussi au CALP, on a déjà quelque chose qu'on pourra partager plus tard. Donc, on va vous revenir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer autrefois avec les Cash Working Group du Tchad. Adaogo, est-ce que tu peux essayer autrefois, s'il te plaît? On ne t'entend pas. Si tu es en train de parler, on voit que ton micro est apparemment ouvert, mais on ne t'entend pas. Très bon. Je pense qu'il y a un problème ou de connexion ou dans le micro. Donc, avant de passer la parole pour la présentation, je vais essayer autrefois voir avec le Niger. Est-ce que le Niger est connecté? Est-ce que je ne vois pas connecter Patrice qui avait donné sa disponibilité, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre du Niger qui voudrait présenter les points? Je ne vois pas d'autres personnes non plus connectées, donc je pense que si, vu que le Cash Working Group Tchad n'arrive pas à se connecter, après si on aura le temps et qui arrive à résoudre les problèmes du micro à Daogo, on pourrait toujours dans les divers passer les points du Tchad. Donc sans hésiter, je laisse la parole à mon collègue Abdoulaye qui va introduire la présentation de RC. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mirko. J'espère que tout le monde m'entend. Je n'ai pas vu de main levée, je suppose que tout le monde m'entend. Je vais boucher le micro un peu. Voilà, donc comme l'a si bien annoncé Mirko, nous allons passer à la présentation de l'IRC. C'est un exemple, une expérience de projet d'initiative sur la localisation. C'est une thématique très importante pour les CALP. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, le 15 juin passé, le CALP et le Bureau des affaires humanitaires de l'USAID ont organisé conjointement une rencontre de haut niveau pour discuter sur la nécessité de revisiter la politique humanitaire de façon globale. Donc, à l'issue de cette importante réunion de haut niveau, le CALP a initié des consultations, notamment des tables rondes exclusivement dédiées aux acteurs locaux, régionaux. Celle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, elle a été organisée le 25 octobre passé. Mais au-delà, il y avait eu d'autres consultations, notamment au Moyen-Orient, avec l'équipe de l'Afrique de l'Est et du Sud, qui ont organisé le même événement.
Et parallèlement aussi, il y a eu d'autres consultations, notamment cette fois-ci qui sont beaucoup plus ouvertes. Ce n'était pas des espaces dédiés exclusivement aux acteurs locaux comme les consultations régionales qu'on avait eues, mais cette fois-ci, c'est ouvert avec tout le monde pour discuter de ce que les uns et les autres pensent par rapport à ces thématiques de localisation et de l'assistance beaucoup plus centrée sur la population. Donc, vous voyez bien l'importance de cette thématique de localisation, d'où on a jugé utile, toujours dans cette même foulée, de partager avec vous cette expérience de DRC et que je m'en vais donner la parole à DRC pour partager cette expérience avec nous. Donc, il y aura la présentation, mais aussi, il y aura aussi un exercice sur Jamboard qu'on va faire à l'issue de la présentation. TRC, je ne sais pas qui. Ah, c'est Junior? Bonjour. OK. Alors, bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Junior Joseph. Je suis coordonnateur régional pour le relèvement économique. Je travaille pour DRC, basé à Dakar. Et avec moi, qui va faire cette présentation, on a... Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Paolo D'Alessandro. Je travaille dans le département multi-pays de DRC, dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Et je suis un coordinateur d'urgence et transfert monétaire. Voilà. Donc, je laisse la parole à Junior pour une petite introduction et après on ira vite sur la présentation. Voilà. OK. Oui. Alors, comme le disait Abdoulaye au début, le contexte de cette présentation, c'est vraiment pour mettre l'accent sur la localisation, l'approche programmatique basée sur la localisation, mais spécifiquement en lien au cash. Et ce qui va nous permettre justement de faire ressortir les points positifs qu'on a pu avoir dans le contexte du programme qu'on va vous expliquer, et aussi surtout les défis. Et après, suite à ces défis, les différents challenges et ce que chaque partenaire autour de la table ont pu avoir à faire au niveau de leur mission spécifique en travaillant avec les organisations locales. Donc, on va faire un petit groupe de travail qui reprendra 2 ou 3 questions qui viendra clôturer justement cette séance. Et l'objectif vraiment, c'est de pouvoir sortir avec du concret à la suite de cette présentation qui va pouvoir nous servir notamment sur l'intégration des différentes organisations locales au sein potentiellement des groupes de travail cash de vos pays. Voilà. Donc, l'objectif final de cette présentation, c'est la matière qu'on va pouvoir tirer de ce groupe de travail. Et voilà, pour cette séance, on va passer rapidement sur une partie contexte et puis après, vous aurez un aperçu global du projet et un update sur les résultats atteints à ces jours. Et ensuite, on verra ensemble les principaux défis qu'on fait face, sans s'y limiter justement à ce qui sera dans la présentation. Et ensuite, Mirko vous partagera le Jamboard pour qu'on puisse travailler en groupe. Sans plus tarder, je passe la main à Paolo qui va enchaîner sur la présentation. Merci à vous et bonne écoute. Merci beaucoup, Junior. Bonjour encore une fois à tout le monde et merci à Mirko, Abdoulaye pour cette opportunité. Juste un petit mot de background parce que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu de ce projet. Je pense qu'il y a eu déjà une présentation qui a été faite en début de l'année, donc en début du projet par notre ancienne collègue Alain, qui était la personne qui était ici avant Junior. Donc, il y a eu des informations qu'on va peut-être répéter, mais on a retenu utile quand même de donner un aperçu sur ce projet. Donc, rapidement, vraiment, le contexte de ce projet, c'est le Sahel, les 3 pays du Sahel et notamment
la région du Liptako-Gourma. Donc, vous connaissez tous, bien sûr, mieux que moi, la situation et les enjeux et les besoins clés de la région. Disons, le contexte géographique, c'est la région de Liptako-Gourma et spécifiquement, ces projets se situent dans le cadre des mécanismes de réponse rapide qui sont en place dans les différents pays et pour justement répondre aux besoins des populations déplacées dans ces pays. Slide. Très rapidement, un petit aperçu de ce projet qui est financé par FCDO. C'est un projet de 31 mois qui a commencé en juin 2022 avec un gros focus, un mandat sur les hard-to-reach zones du Sahel. Aujourd'hui, DRC a un partenariat avec 6 organisations locales qui ont été identifiées. Vous voyez les logos de ces organisations que j'imagine plusieurs d'entre vous pourraient déjà connaître, étant ces organisations entre voilà, les organisations nationales assez reconnues dans les différents pays. Comme je disais, le secteur clé, le mandat du positionnement des partenaires, c'est de rentrer dans le cadre des mécanismes de réponse rapide avec un mandat de réponse d'urgence, réponse d'urgence à travers des transferts monétaires qui se focalisent sur une réponse aux besoins de base en food, NFI et aussi WASH en ce qui est du Niger. Donc, dans notre programme du Niger, on a aussi une partie qui prend en charge la WASH. On a une cible globale de 27 000 individus et un budget de 3,2 millions d'euros. Donc, la taille de ce budget va vite vous faire comprendre que c'est un projet pilote. Mais l'important, c'est de souligner le fait qu'une grande partie de ce budget, donc 63%, est destiné aux organisations locales, donc aux partenaires. Les enveloppes qu'on a conçues pour les partenaires locaux, c'est d'environ 300 000 euros et je vais vous expliquer, je vais parler rapidement aussi de qu'est-ce que nous avons fait après. Le cadre global de ce projet, c'est assez simple, hein. C'est un projet qui est axé sur 3 résultats où nous avons essayé de concevoir vraiment une approche comment on peut dire, à plusieurs niveaux. Donc, les 3 résultats, c'est vraiment une première phase d'identification, identification et sélection qui nous a pris environ 7 mois l'année passée, en 2022, à plusieurs niveaux dans les 3 pays d'implémentation, donc Burkina Faso, Mali et Niger. Nous avons réalisé des cartographies des acteurs locaux, leur positionnement dans les différentes zones d'intervention. On a identifié des zones prioritaires pour ce projet et on a lancé un appel à manifestation d'intérêt national dans 3 pays. Et finalement, on a sélectionné des organisations. Le deuxième résultat, c'est le renforcement des capacités. Du coup, c'est un résultat transversal à tous les projets où DRC met en œuvre plusieurs activités. Et finalement, on a un résultat 3 qui est le cœur de ce projet. C'est vraiment la réalisation et l'implémentation de réponses rapides par les organisations partenaires. Donc, très rapidement, voilà un aperçu du cadre de ces projets. En termes de positionnement géographique, vous voyez le détail des différentes zones sous lesquelles les partenaires du projet Flash, là, je n'ai pas mentionné le nom du projet, désolé, mais du coup, c'est le projet qui s'appelle Flash que plusieurs d'entre vous, je pense, ont entendu depuis quelques mois à ce jour. Nous couvrons en total 7 sous-régions dans le Liptako-Gourma. Ces régions sont soulignées dans la carte.
Donc, l'idée, comme je disais au début, c'était de pré-identifier des zones ensemble avec les partenaires locaux sur base de leur positionnement dans ces zones et sur base d'une logique de complémentarité avec les mécanismes RRM existantes, déjà existantes. Donc, la complémentarité a été vraiment un point d'attention depuis le début, depuis le lancement de ce projet. Et voilà, c'est dans ce cadre qu'on se situe. Slide. Donc là, on va passer plutôt rapidement, vous donner un aperçu des avancements. Comme je disais, le projet a commencé en juin 2022. La phase d'implémentation avec les organisations partenaires a commencé en janvier 2023. Donc, on est aujourd'hui au 11e mois de mise en œuvre. Ce qui est intéressant, on a jugé pertinent de partager avec vous, c'est vraiment un état de l'avancement du projet sous l'angle vraiment budgétaire. Donc, l'année 1 du projet, après la première année d'implémentation, on est à 31% du budget global et vous voyez un aperçu aussi de l'avancement budgétaire des dépenses des différents partenaires. Ici, les informations importantes un peu qu'on a retenues aujourd'hui, c'est que le cadre que nous avons établi avec les partenaires, c'est déjà un cadre assez adapté à chaque pays. Donc, on a des contrats de partenariat qui varient en fonction des propositions à projets qui ont été proposées par les partenaires. Donc, on a des contrats qui varient entre 17 et 27 mois entre les différents pays. Ce qui est vraiment comment on peut dire, quelque chose qui répond aux besoins et aux capacités des différents partenaires. À savoir que les enveloppes globales sont égales pour tous les partenaires. Donc, tous les partenaires ont des enveloppes globales de 265 000 pounds, environ 300 000 euros. Et par contre, vous voyez comme une variabilité de la durée des contrats répondent aux différentes caractéristiques structurelles des différentes organisations. L'avancement budgétaire ici, une autre information intéressante qui ressort, c'est que voilà, les différents partenaires que vous voyez listés dans les tableaux ont bien avancé depuis le début de l'année avec des réponses, avec des activités qui ont été mises en œuvre. Il y a un exemple, c'est l'organisation A2N. Allô, Paolo, on t'entend plus? Allô, Paolo? Allô? On t'entend plus. Mais on voit que le micro est toujours ouvert, mais on t'entend plus. Désolé, un instant, on attend encore un instant et voir si Paolo a eu un problème de connexion. Entre-temps, je ne sais pas si quelqu'un a quelques questions, quelques commentaires. Ça va? Okay. Il y a eu un petit problème. Pas de soucis. Donc, on passe rapidement vous donner un aperçu des résultats. Comme je vous disais, on a 3 résultats. Le premier résultat, c'est l'identification et sélection des partenaires. Très rapidement, un aperçu de notre processus d'appel à manifestation d'intérêt qui était assez bien... Paolo, désolé, il n'y a plus de partage. Vous pouvez repartager la présentation, s'il vous plaît. Allô, vous nous entendez? Vous nous entendez? Mirko? La partie où il a Allô, Paolo? Oui, Mirko? Oui, on vous entend bien, mais si vous pouvez repartager parce que le partage est parti.
Ok, d'accord, on va rebalancer l'écran tout de Là, suite. ok. Merci beaucoup. Si tu peux reprendre là où tu étais. Sur l'analyse des dépenses, Voilà, tu étais sur l'analyse des dépenses. des budgets, des enveloppes globales. Alors, si vous avez des problèmes, on peut partager rapidement nous-mêmes. Non, non, c'est bon. On est en train de les partager. Du coup, je disais que par rapport à l'analyse des dépenses, ce que nous avons retenu, c'est que le programme répond de manière adaptée justement aux besoins et au contexte de chaque partenaire. Donc, vous voyez comme notre partenaire du Burkina Faso, A2N, positionné dans la zone, dans la région du Sahel et du Centre-Nord, a eu des problèmes dans la mise en œuvre et dans le lancement des activités dus à l'arrêt mis par les autorités locales. Mais cela n'a pas empêché à DRC et aux partenaires de lancer de déclencher des tranches, donc de financer le partenaire, aux partenaires de recruter, de mettre en œuvre, de former ses staffs et de justement être positionné. Et cela a permis aussi, depuis le début de l'année, aussi aux partenaires de travailler en partenariat avec DRC sur des actions de plaidoyer et de plaidoyer conjoint envers les autorités locales pour l'explication du projet, la clarification du mandat du projet. Et cela a permis, en début octobre, à ADESEN de mettre en place une première activité de réponse à travers des foires, donc des coupons. Comme je disais, on va passer rapidement, vous donner un aperçu des résultats du projet. Le premier résultat, c'était justement la sélection de ses partenaires. On a reçu beaucoup d'applications, beaucoup de propositions à projet. Cela nous a fait énormément plaisir, ce qui veut dire que les organisations locales dans la région sont des organisations qui sont prêtes à augmenter leur programmation d'urgence, parce que justement l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé, c'était un appel à manifestation pour des projets d'urgence, à savoir que le profil de la plupart de nos partenaires, c'est des organisations qui sont engagées depuis plusieurs années sur des projets de développement, mais qui ont de plus en plus, dû à l'évolution du contexte, c'est réorienter une partie de leur programmation vers des activités d'urgence. Donc, le nombre d'applications reçues, c'est vraiment un signal qui montre que les organisations sont de plus en plus intéressées. Quelques éléments d'analyse. Comme je disais, toutes les organisations avaient une enveloppe similaire. Donc, on avait conçu des enveloppes pareilles pour tous les pays. Et voilà, toutes les propositions à projet ont demandé le maximum disponible. Donc, ça, c'est un élément. Finalement, en fonction des projets reçus, nous avons décidé de réduire l'enveloppe qui était initialement prévue à 300 millions. On a décidé de la réduire à 200 millions de francs CFA pour tout le monde. Et finalement, aussi, on a remarqué que parmi les candidatures et les propositions à projet reçues, en termes qualitatifs, donc je parle de la qualité de la proposition à projet, de la qualité de la présentation de la proposition à projet avec toutes les annexes. On a vu qu'en moyenne, les candidatures du Burkina étaient toujours plus complètes. Pas de manque d'annexes, pas de manque de documents demandés. Donc, on s'est rendu compte que justement, en ce qui est des critères administratifs établis, beaucoup plus de participants burkinabés ont réussi à atteindre le score minimal. Par rapport au résultat 2, pour rappel, le résultat 2, c'était axé sur le renforcement des capacités de ces organisations. Donc, c'est vraiment un résultat qui est mis en place par DRC, par les équipes de DRC.
Nous avons développé 6 plans de renforcement des capacités organisationnelles avec chaque partenaire en début du projet. Nous avons mis en place, dans le cadre de ces plans de renforcement des capacités, un planning de formation qui vise surtout au renforcement des capacités des équipes de projet, mais aussi des équipes support de nos partenaires, notamment finance, logistique, compliance, mais aussi programmatique, notamment sur le cadre du suivi et évaluation. Aujourd'hui, on a mis en place des formations pour environ 100 jours en total, ce qui fait à peu près un mois de formation en personne par pays, ce qui est donc un très bon résultat. On juge que c'est un très bon résultat après 11 mois d'implémentation. On a, dans le cadre de ces projets aussi, défini un partenariat avec Bioforce et aujourd'hui, on a mis en place 4 formations techniques sur plusieurs sujets, finance, monitoring and evaluation et gestion de projet. Ces formations ont visé surtout les partenaires du projet Flash, mais aussi d'autres partenaires de DRC dans les différents pays et aussi des staffs DRC. Les axes de renforcement prioritaires qui ont été identifiés ont été vraiment voilà, les suivis et l'évaluation, donc les systèmes de suivi et évaluation, la gestion de données et la finance. Et nous avons aussi initié un travail de définition et de mise en place des SOP internes à chaque partenaire, en ce qui est de la mise en place de transferts monétaires. Slide, on passe au résultat 3, qui devrait être un peu le résultat qui nous donne un peu d'intérêt, parce que c'est vraiment les résultats qui prévoient la mise en œuvre des réponses rapides d'urgence de la part des partenaires. Juste un petit point pour tout le monde, le setup que nous avons mis en place à DRC, c'est un chef de projet technique, donc un chef de projet avec une expérience préalable dans les mécanismes de réponse rapide dans les pays, qui travaille au sein de DRC en partenariat avec les partenaires, tout en leur fournissant un accompagnement, un appui sur la mise en œuvre. Chaque partenaire a aussi un chef de projet avec une équipe dédiée. Du coup, dans ce cadre, il y a vraiment un setup qui devrait assurer un accompagnement et une supervision technique. Donc, le cycle, c'est le cycle très typique et standard que tout le monde connaît. Donc, il y a des activités de veille humanitaire qui permettent d'identifier des chocs et des mouvements de population. Il y a des évaluations rapides qui se font pour déclencher la réponse et clarifier les besoins, le ciblage, l'intervention et des activités de distribution. Et tout ça se fait dans le cadre de, comment on peut dire, un mécanisme qui essaie de répondre dans des délais donnés. Voilà, donc normalement, c'est vraiment un cycle standard. Le résultat principal que nous avons commencé à évaluer aujourd'hui sous le plan de la réponse et de la rapidité de cette réponse, c'est qu'on se situe sur un délai d'environ un mois et demi en fonction des différents partenaires entre le déplacement et la date de la réponse. Donc, c'est le troisième tableau à droite. Vous voyez aussi des délais spécifiques par rapport aux activités mises en œuvre. Donc, entre le déplacement et la date d'évaluation, ça change en fonction des partenaires. Ça varie entre 8 et 16 jours. À noter que ces informations sont à jour jusqu'au mois d'août. Les délais entre l'évaluation et la réponse aussi varient entre 10 jours, un minimum de 10 jours et un maximum de 1 mois. Donc, on est vraiment entre le déplacement et la réponse sur 1 mois et demi, après 1 an, après 11 mois d'implémentation.
Il y a évidemment des facteurs qui entraînent le retard et les délais, notamment des problématiques d'accès, à savoir que ces chiffres que vous voyez là-bas, c'est des chiffres moyennes sur plusieurs interventions. Il y en a certaines qui ont connu des problématiques d'accès assez conséquentes, assez importantes, qui ont entraîné des retards beaucoup plus longs de ce que vous voyez ici. Des problèmes de contrôle interne sous le plan du rapportage financier qui a fait que le déclenchement des nouvelles tranches de la part des DRC qui auraient permis aux partenaires de répondre ont été très, très retardés à cause de un travail interne de révision des pièces comptables. Et en termes de qualité aussi, on a eu surtout les premières réponses un travail assez important de révision des bases de données, de révision des informations, notamment pour les rapports d'évaluation, pour tout ce qui est de la gestion de données. Par rapport à l'impact, vous voyez que il y a eu une augmentation, vraiment un positionnement des partenaires de plus en plus stable au fur et à mesure des mois. Donc, les partenaires ont répondu, continuent à répondre. Et cela, en fait, est aussi la preuve que le mandat qu'on a conçu pour ce projet, que pour rappel est un projet de réponse rapide qui se focalise sur des déplacements à petite échelle. Donc, des déplacements qui ne seraient pas normalement souvent détectés ou bien pris en charge par des mécanismes RRM plus institutionnels, plus grands, pour plusieurs raisons. Et donc, nous avons vu que les partenaires ont été en mesure de faire remonter des besoins, partager ces besoins selon des standards, est-ce que tu peux le retourner, selon des standards sectoriels et répondre à ces besoins. Donc, en total, on a répondu à 32 alertes, 26. Non, il y a eu 32 alertes partagées avec les mécanismes de coordination RRM, 26 réponses finalement jusqu'à la fin du mois d'août. La taille moyenne, c'est des 69 ménages, bien qu'on a des interventions qui ont atteint aussi 180 ou 200 ménages. Donc, 12 000 individus servis. Comment on a finalement mis en place ce cadre? Au début du projet, il y avait la grande question sur comment les partenaires auraient mis en place ces mécanismes de réponse, comment ils auraient mis en place ces réponses. Déjà, en termes de sélection, la considération que nous avons fait, c'était d'identifier des partenaires avec une expérience préalable dans leur zone d'implémentation. Donc, on parle des partenaires qui ont déjà, dans la plupart des cas, mis en œuvre des transferts monétaires en partenariat avec des organisations internationales, des Nations Unies, donc avec une expérience préalable. Bien que cette expérience ne soit pas toujours la même par rapport à ce que nos partenaires ont fait aujourd'hui dans le cadre de nos projets. Dans leur expérience préalable, les partenaires étaient des partenaires de mise en œuvre, ils avaient assuré des activités à la fois de ciblage, à la fois de gestion des activités de distribution. Par contre, dans le cadre de ces projets, ils étaient censés mettre en œuvre le cycle de réponse en entier. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de les aider et d'identifier des modalités et des mécanismes de distribution prioritaires qu'ils auraient pu utiliser. Comment on peut dire, on aurait validé en fait ensemble des mécanismes et des modalités qui auraient permis à nos partenaires de partir sur des réponses. Et cela, on l'a fait à travers des bases, une revue secondaire de toutes les informations qui sont nécessaires et que DRC fait normalement dans le cadre de l'implémentation de ces transferts monétaires. Donc, tout ce qui est les préférences, l'analyse des marchés, etc., etc. Donc, toutes ces informations ont été collectées. Il y a eu un travail ensemble avec les partenaires pour
clarifier ces informations. Et une fois que la modalité et les mécanismes ont été identifiés et que les partenaires étaient à l'aise par rapport à l'utilisation de ce mécanisme, il y a eu une cartographie des différents prestataires qui permettent et qui mettent en œuvre ce type de services. Et finalement, à travers un soutien à plusieurs niveaux de DRC dans chaque pays, il y a eu voilà, la contractualisation de ces prestataires de services. Donc, c'était vraiment un travail, un partenariat sur la base des procédures que ces partenaires ont en place. Donc, une fois que le partenaire a été identifié, évidemment, DRC a fait un processus de due diligence du partenaire. Il y a eu la revue de toutes leurs procédures internes, donc procédures logistiques, d'achat, etc., qui ont été, entre guillemets, validées par DRC, qui ont été utilisées pour la contractualisation de ces prestataires de services. Et tout le processus interne a été contrôlé, bien sûr, au fur et à mesure par les différents acteurs internes, parties prenantes internes de DRC, notamment le chef de projet, nos services logistiques, etc. En termes de réponse, comme je disais, le standard auquel nos partenaires font référence, c'est un standard assez typique de la réponse rapide. Donc, il y a des activités de veille humanitaire qui sont faites. Donc, chaque partenaire a soumis dans leur proposition à projet des activités de veille humanitaire avec un travail, un réseau, avec des points focaux, etc., etc. On a des partenaires qui font de la veille humanitaire structurellement dans leur structure au-delà de ces projets. Je pense par exemple à AMSOD, un de nos partenaires au Mali qui est d'ailleurs voilà, en charge d'une grande partie de la veille humanitaire dans le cadre du RRM institutionnel. En ce qui concerne l'analyse rapide des besoins aussi, on a vraiment voulu s'aligner aux standards sectoriels. On a à plusieurs niveaux adaptés ou pris les outils et les approches et les méthodologies d'évaluation rapide en place. Parmi les mécanismes de réponse rapide, je pense que il y a plusieurs personnes dans la chat qui, je pense, ont déjà vu passer des rapports d'évaluation partagés par les partenaires. En termes de ciblage aussi, cela répond aux différentes stratégies pays. Donc voilà, on passe par des stratégies qui prévoient un mandat assez focalisé sur les PDI, sur les personnes déplacées internes, à d'autres partenaires qui incluent une quota des ménages hôtes, comme par exemple au Niger, qui sont sélectionnés sur base de vulnérabilité au moment du ciblage. Donc aussi, les ciblages répondent aussi à une adaptation aux différents contextes. Et voilà, la réponse et les suivis aussi sont entièrement en charge du partenaire. Ici, il s'agit de noter aussi que le partenaire est appuyé tout le temps par les collègues de DRC, notamment le chef de projet qui fait des missions sur le terrain, lors des réponses, lors des évaluations, etc., etc. Donc, il y a vraiment un cadre d'accompagnement et de coaching continu qui est fait. Et ce cadre de coaching a été aussi l'occasion pour expérimenter des choses un peu innovatives. Par exemple, au Burkina Faso, où le partenaire a participé à des activités de réponse d'urgence de DRC dans le cadre de leur projet Frontline. Et du coup, il y a eu vraiment une sorte de ce qu'on appelle en anglais un shadowing mission, donc vraiment une expérience sur le terrain où l'équipe du partenaire financé par les Flash a accompagné l'équipe DRC lors des missions de ciblage et il a pris en charge le ciblage de certaines zones. Donc, c'était vraiment une learning by doing, une expérience qui a permis aux partenaires d'apprendre directement sur le terrain sous l'accompagnement et supervision du DRC.
plusieurs challenges. Ici, l'idée, c'est pas vraiment de faire voilà, de faire du jugement, mais vraiment de faire sortir quelques défis que nous avons rencontrés depuis un certain moment. Trois sujets, donc compliance, évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce que nous avons vécu, c'est que bien que ces organisations partenaires très structurées sur le plan des procédures internes, etc., quand il s'agit de voilà, produire des rapportages financiers globaux, on a trouvé souvent plusieurs éléments discordants par rapport à leur propre procédure, ce qui a demandé un travail assez conséquent de nos équipes finances et de contrôle interne pour la révision de ces rapports financiers. Donc, les mécanismes de contrôle interne à la fois de ces organisations sont à la fois ils se sont avérés faibles. Un autre élément de problématicité, c'est une capacité limitée à absorber des potentielles dépenses inéligibles de la part de ces organisations, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, c'est DRC qui, premièrement, assure un risque vis-à-vis du bailleur. Quelques actions qu'on a mis en place pour faire face à ces défis, des évaluations en temps réel, donc au fur et à mesure des activités sans attendre les rapports. On fait des évaluations à la fois programmatiques qui nous permettent de détecter des erreurs ou des défis et de les corriger au fur et à mesure avant qu'ils deviennent en fait des problématicités en termes de conformité. Le mécanisme de déclenchement des financements, des tranches, qui est fait sur base des petites tranches qui sont du coup très bien contrôlables et qui nous permet justement de réduire les risques d'exposition à des potentiels inéligibles. En termes de gestion des données et de l'information, comme je disais avant, il y a beaucoup de défis. Il y a un accompagnement assez conséquent des équipes DRC et des équipes 1000 DRC dans les pays. Cela parce que voilà, déjà les cadres de réponse d'urgence et les cadres RM dans les différents pays demandent un investissement en tout ce qui est gestion de données assez importante. Le volume, pour ceux qui travaillent dans les RM, connaissent le volume de données, donc c'est très, très important. Et on a vu que voilà, c'est une grande difficulté de la part des partenaires. En termes de qualité programmatique, bien que le cadre de mise en œuvre a été bien clarifié lors de plusieurs formations en début de projet, il y a une attention assez limitée sur des sujets transversaux, notamment la protection. Donc, il y a eu vraiment plusieurs rappels, plusieurs attentions à la fois pour remettre en place ces cadres de manière très, très opérationnelle et aussi sur le plan de la redevabilité, on a remarqué que les systèmes existent des systèmes de redevabilité, mais ceux-là sont assez peu capables de fournir de données finalement. Donc aujourd'hui, on n'a pas trop de données par rapport au fonctionnement du système de redevabilité des partenaires. Pas beaucoup de plaintes par rapport aux standards. Et donc ça, c'est un autre défi sur lequel on travaille depuis le début de l'action. Et en termes de coordination, ici avec un focus sur la coordination sectorielle en ce qui concerne le cash, mais aussi par rapport à la coordination RRM. Donc nos partenaires, les partenaires du Flash ont intégré les mécanismes de coordination RRM depuis le début de l'action. Aujourd'hui, ils participent très régulièrement à la fois aux réunions au niveau national et surtout au niveau local, avec souvent aussi un rôle de lead, pas de lead, mais d'acteurs assez reconnus
par rapport à leur mandat. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer après 11 mois de mise en œuvre. La capacité des partenaires de répondre, d'être là, d'être présente, leur a permis aussi de commencer à participer aux réunions et d'augmenter aussi leur visibilité vis-à-vis des différentes parties prenantes. La présentation est terminée. Je n'ai pas vu s'il y a eu des questions, mais on peut lancer peut-être l'exercice et ensuite dédier 5-10 minutes aux questions. Mirko, je te laisse peut-être la parole pour la suite. Oui, merci beaucoup, Paolo, mais je pense qu'on peut prendre 2-3 minutes s'il y a déjà des questions ici. Entre-temps, moi, je me prépare. Je vois déjà qu'il y a quelques questions aussi. Une, c'est dans la salle. Est-ce que Amaïel, tu veux la poser directement? Je prépare aussi les liens Jamboard. Si vous voulez déjà aussi répondre à quelques questions de toute façon dans les chats, vous pouvez. Je ne sais pas si dans la salle il y a quelques questions ou en ligne. Vous pouvez lever la main. Oui. Je crois que j'avais posé dans le chat. Enfin, c'est globalement, en termes de localisation, j'ai compris qu'il y a un accompagnement qui a été fait sur les partenaires, il y a des critères de sélection pour y arriver là. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend au bout exactement? Je veux dire, lorsque on aura atteint un certain niveau de renforcement de ces partenaires, c'est quoi la suite en termes de renforcement dans votre processus? Et en termes de localisation, je veux dire. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Pour nous ou pour Mirko peut-être, mais de notre côté, nous avons quelques objectifs fixés dans le cadre de ces projets. Et l'objectif, c'est que ces partenaires, les partenaires du projet Flash, puissent potentiellement, à la fin du projet, déclencher des fonds institutionnels. Donc, on parle de bailleurs comme ECO, FCDO, voire BHA, qui vont d'ici, voilà, déjà à partir de cette année, mais à partir de l'année prochaine souvent, augmenter énormément les fonds destinés aux organisations locales. Donc, dans le cadre de notre projet, un des objectifs, c'est de permettre à ces organisations d'atteindre un niveau de capacité en termes de conception de leur projet, gestion de leurs grants adéquats pour voilà, atteindre des financements institutionnels. Je ne sais pas si la réponse répond à la question. Vous nous entendez? Oui, merci beaucoup, Paolo. C'est OK, Hortense dans la salle. On a une autre main levée, après on passe à l'exercice des groupes. Mina, vous voulez poser une question? Oui, j'ai 3 petites questions. Merci. Et moi, je suis un participant du Tchad et membre du Cash Working Group Tchad. Voilà. Je voudrais peut-être joindre ma voix à celle des autres pour remercier les présentateurs. C'est une très bonne expérience. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est un projet de consortium? Et est-ce qu'il y a eu préalablement de l'analyse OCA avec tous ses partenaires? Et est-ce qu'il y a eu un plan de renforcement de capacité? Est-ce que DRC a pu partager avec ses partenaires quelques outils? Parce que c'est aussi cela le plus grand défi. Et parce que vous avez si bien évoqué lors de votre présentation en matière de rapportage, vous savez bien que nous, que le corpus normatif humanitaire en matière de rapportage, de reporting, de coordination ne prend pas réellement en compte la capacité des organisations locales que nous sommes, parce que la diligence, elle n'est pas très raisonnable, parce qu'elle est mise à un certain point où c'est très, très difficile pour nous de répondre
favorablement à cette diligence, même si nous avions la capacité ou la bonne volonté. Donc, c'est ce que je voudrais peut-être finir par là. Est-ce que DRC a pu vraiment développer un plan de renforcement de capacité avec ces différents trucs et ça fait partie de l'annexe du contrat? Parce que c'est très, très important. Il faut qu'à la fin de ce projet, qu'il y ait cette évaluation OCA réciproque, que les partenaires puissent aussi évaluer ce contrat de partenariat avec DRC et que DRC puisse avoir des retours vraiment très favorables. C'est très, très important parce que dans la plupart des temps, on a comme l'impression qu'on est en train de nous écarter des piliers phares de la localisation. Ces engagements, voilà. Pour ne pas monopoliser la parole, voilà mes quelques questions. Merci à vous. Et alors, je n'ai pas bien vu d'où venait la question, mais merci beaucoup pour cette question qui est très pertinente, et qui m'a d'ailleurs touché parce que tu as mentionné l'évaluation au CAT, au CAT, et non, on n'a pas réalisé une évaluation spécifique par rapport à la préparation au transfert monétaire, donc évaluation standard. L'évaluation que nous avons réalisée, c'était plutôt sur la capacité organisationnelle. Donc, il y a un processus de due diligence que DRC fait de manière institutionnelle et standardisée pour voilà, la contractualisation de tous ses partenaires. Ce processus prend en compte la plupart des procédures internes du partenaire, leurs expériences, leur gouvernance, donc tous les aspects qui sont normalement pris en compte dans un processus de due diligence. Donc, c'est ce type d'évaluation que nous avons fait en début du projet, donc à la suite de la sélection, et qui nous a permis de valider en fait les partenariats, de le formaliser rapidement. Les activités de planification du renforcement des capacités ont suivi, disons qu'on a eu une approche très, très pratique. Donc, notre problème, c'était de rendre ces organisations aptes, capables de répondre à des réponses d'urgence dans un très bref délai. Donc, nous avons signé les premiers contrats en début janvier 2023 et la première réponse a été réalisée en mi-février. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y aurait beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait former nos partenaires, mais on va se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le cadre de réponse, tous les outils nécessaires à la réponse, évaluation rapide, comment on fait les ciblages, comment on gère ça. Quels sont les livrables à chaque étape. Et il y a eu une formation qui s'est vraiment axée et concentrée sur ces aspects assez opérationnels. À la suite de cette première phase de formation qui a permis aux partenaires et à DRC d'établir un cadre commun de réponse, on a dit, OK, bon, pour la réponse, il s'agit de faire ça. Après, le plan de renforcement des capacités globales touche aussi des aspects de renforcement institutionnel. Donc, par exemple, il y a des formations qui ont été mises en œuvre récemment dans le cadre de la sécurité personnelle. Donc, sécurité personnelle sur le terrain, c'est quelque chose qui a été mis, comment on peut dire, dans le cadre de renforcement des capacités, mais qui n'a pas été faite comme formation préalable, parce que ces organisations travaillent déjà dans des zones, ils ont leur système de sécurité qui a été validé, analysé par DRC lors de la due diligence, et c'est avec ces étapes que nous sommes partis. Donc, c'est un peu ça. On a eu une première action vraiment focalisée sur le cadre programmatique, la réponse rapide, et ensuite, le renforcement des capacités vise aussi évidemment des aspects un peu plus globaux. Notamment, j'ai mentionné dans la présentation que les formations Bioforce, notamment les formations Bioforce qui ont été réalisées en septembre-octobre, visent, c'est des formations sur la gestion financière. Donc, c'est quelque chose qui est très, très importante, mais que nous n'avons pas mis comme étape nécessaire et préalable
au lancement de la mise en œuvre. Est-ce que cela répond à la question? Oui, oui, merci, merci. Il y a tellement de réponses. À vous. Merci beaucoup, Paolo, merci Mina pour la question. Donc, vous avez quelques questions dans le chat si vous voulez répondre ou autrement, on pourra aussi les répondre en les voyant avec les rapports de la réunion. Je vous propose, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat. Grand merci, Paolo Junior, pour cette belle et intéressante présentation. J'espère que j'ai aussi mis un commentaire dans le chat. J'espère que vous aurez aussi l'opportunité de faire une évaluation finale qui sera aussi partageable à l'extérieur, parce que je trouve que voilà, dans la localisation, c'est très important aussi de faire des pilotes comme vous êtes en train de faire. Et c'est une très belle opportunité, mais voir comment vous avez cité certains défis, je serais aussi personnellement intéressé à avoir un peu plus de détails, voir aussi les quantifier un peu mieux ces défis parce que c'est intéressant de les savoir et pour pouvoir éventuellement aussi programmer des mesures de mitigation, toujours ensemble et bien évidemment avec les acteurs locaux parce qu'il ne faut pas décider sans eux. Donc c'est un peu ça aussi le travail que nous on est aussi en train de faire. Mais sans plus tarder, on vous propose aussi de faire un travail dans les Jamboard. Je viens de partager les liens. Donc, c'est deux questions et c'est toujours un lien avec la présentation qu'on a fait. Nous, au niveau du Cash Working Group régional, avec les membres du Cash Working Group régional et avec tous les différents lead et co-lead du Cash Working Group, on avait déjà débattu l'année passée dans les réunions du lead et co-lead comment éventuellement créer un espace aussi dans la coordination cash afin que les acteurs locaux se sentent bien acceptés et qu'ils arrivent aussi à trouver un espace de dialogue, un espace d'apprentissage. Donc, ces deux questions, comme vous les voyez, c'est d'abord en français, après en anglais. Et on vous demande d'abord, pour la première, c'est si vous pouvez rester sur la première diapo, c'est quelles sont les difficultés auxquelles les organisations locales font face dans la région par rapport à leur intégration au mécanisme de coordination cash-transfert, de transfert monétaire. Donc, quelles sont les difficultés, les défis que les organismes locaux font face dans la coordination cash-transfert? Si vous ne savez pas comment mettre les post-it, se trouvent dans la colonne de gauche. Il y a le post-it. Je ne sais pas si... est-ce que, voilà, on vous a montré dans les vidéos. Donc, vous allez dans les petits carrés blancs avec les deux lignes noires. Vous pouvez créer un post-it et vous pouvez écrire directement. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez et quand vous sauvegardez, vous aurez la petite note qui apparaît. Voilà. Donc, on peut travailler un peu, après on peut discuter un petit peu sur cela et on peut aussi passer à l'autre question après. On vous laisse juste quelques minutes, comme on n'a pas beaucoup de temps, pour mettre vos idées. Et après, on passe dans l'autre question. On sait que dans les cash working groups, dans la réunion, on n'a pas forcément seulement des membres des organismes locaux, mais comme on travaille aussi d'une manière ou d'une autre avec des organismes locaux, on peut avoir des idées. Et ceux qui sont des organismes locaux, bien évidemment, vos commentaires sont vraiment bienvenus. Après cet exercice, on partagera bien évidemment tous les commentaires avec vous, mais aussi avec les lead et co-lead des Cash Working Group, on utilisera tout ce travail pour voir lors de la prochaine réunion des lead et co-lead, voir comment éventuellement, quelles seront les attitudes ou quels seront les mécanismes qu'on peut vraiment changer au sein des différents cash working groups afin de créer un environnement
ou de les adapter aussi aux organismes locaux. Je vois beaucoup de commentaires, merci, très intéressant aussi. J'essaie de manipuler certains pour réduire l'espace et afin qu'on puisse ajouter d'autres. Après, on va, de toute façon, quand on va vous les envoyer, on va les reporter dans d'autres documents pour qu'ils soient visibles. On peut laisser autre minute avant de passer à l'autre question. Donc, je vois vraiment pas mal de choses intéressantes. La nécessité de travailler sur les ressources des acteurs locaux pour leur capacité, le manque d'accompagnement. C'est des choses déjà, pour certaines choses, on les a déjà entendues lors du travail qu'on a fait au CAL, mais c'est toujours intéressant de les entendre parce qu'effectivement, avec différents cash working groups, aussi on pourra travailler pour voir comment, du point de vue de la coordination cash, certaines choses pourront être adressées. Voilà. Donc, vu qu'on a pas mal de choses qui sont déjà ressorties, je vous propose de passer à la deuxième diapo. Donc, j'ai vu que je vais essayer de nettoyer un peu parce que j'ai vu que il y a d'autres diapos qui ont été créés. Attendez. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, passer à la deuxième diapo. Voilà. Donc, la deuxième diapo, c'est en lien avec la question précédente. Bien évidemment, on vient de la traiter. Comment les groupes de travail sur les transferts monétaires, donc comment vous pensez que les cash working groups de différents pays peuvent appuyer les acteurs locaux et favoriser leur engagement au sein du groupe du cash transfer. Donc, comment vous pensez que pour résoudre certaines questions que vous avez citées, les cash working groups nationaux, mais je mettrai aussi les cash working groups régionaux parce qu'on est tous ensemble avec les différents membres, comment on peut appuyer et créer un changement positif pour les acteurs locaux. Peut-être aussi vous demander qui est intéressé vraiment à travailler dans cette thématique. Vous pouvez même aussi mettre un commentaire dans le chat. Comme ça, si aussi nous, au CALP ou au niveau du cash working régional, on fait des travaux particulièrement pour adresser ces problématiques, on peut aussi savoir qui est d'ailleurs intéressé pour être impliqué.
On met ça dans le chat, c'est ça? Oui, on peut mettre dans le chat qui est intéressé vraiment à s'engager dans cette thématique. Comme ça, si on fait des travaux particuliers, on peut vraiment les contacter. Donc, on vous laisse autre minute avant de passer au divers, comme le temps est en train de couler. Mais c'est très intéressant et je vous remercie déjà parce qu'il y a quand même beaucoup des idées. Après, on va bien évidemment mettre un peu d'ordre sur le Jamboard avant de vous les partager, comme ça sera un peu plus clair. Mais voilà, juste pour citer quelqu'un, c'est vraiment l'accompagnement, le renforcement des capacités. Et je pense vraiment que aussi le Cash Working Group, dans son sein, peut vraiment jouer un rôle prioritaire dans l'accompagnement, dans le partage des expériences, bien évidemment pour tout ce qui est transfert monétaire. Mais je pense qu'il y a un rôle qui peut être vraiment joué au niveau des Cash Working Group. Et donc, on fera vraiment un travail avec les Cash Working Group pour voir, et avec les acteurs locaux, pour voir évidemment comment cette participation peut être améliorée au sein des réunions, au sein des groupes, et comment aussi partage d'expériences formelles et informelles aussi avec les acteurs locaux afin qu'ils puissent vraiment se renforcer. Les Jamboards restent ouverts, donc n'hésitez pas si vous voulez continuer plus. Mais vu qu'on a déjà dépassé les temps et on a des divers, je vais d'abord passer la parole à Marina Tripaldi, Save the Children, pour un divers, et après aussi nous-mêmes on a autre divers. Et après, on va essayer autrefois avec les Cash Working Group chat pour qui peut rester afin de voir s'ils ont résolu le problème du micro. Donc, Marina, tu as la parole. Merci beaucoup, Mirko. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tout le monde. Je suis Marina Tripaldi, Senior CBA Advisor for Save the Children International. Je suis aussi une des co-chairs d'un groupe qui travaille sur les transferts monétaires au niveau du Global Nutrition Cluster. Et dans ce rôle, je vous annonce qu'on a organisé une série de webinaires sur les thèmes de comment vraiment définir des transferts monétaires, les montants des transferts monétaires quand on les utilise dans des projets pour la nutrition. Il y a un premier webinaire le 11 octobre qui a regardé un peu tout ce qui sont les pratiques actuelles, les défis, mais aussi a proposé un peu des outils et des études de cas sur comment vraiment les mettre en pratique. Il y aura deux webinaires suivants. Les premières, je vais les poster ici dans le chat box. Les premières, c'est sur le cost of the diet. Je pense que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler de cet outil. Les webinaires vraiment être une orientation sur l'outil pour découvrir mieux comment il marche, quelles sont les capacités demandées pour l'utiliser et partager des expériences pratiques et échanger sur les défis et les opportunités qu'on peut avoir en utilisant les cost of the diet. On aura un autre webinaire en décembre. Je vais tout de suite poster dans le chat box sur les notes VAL. Également, une orientation, comment on peut utiliser les notes VAL pour définir un top-up et quelles sont les opportunités. Il y a beaucoup d'autres ressources qu'on vient de publier, y compris un document sur les Frequently Asked Questions, c'est les questions les plus posées sur les thèmes transfert monétaire et nutrition. Je vais poster tout dans le chat box. Merci. Over to you, Mirko. Merci beaucoup, Marina, et merci beaucoup pour le partage de ces deux webinaires qui
semble très intéressant. Nous aussi, on a un divers à vous partager. Après, je ne sais pas si dans la salle il y a d'autres questions, mais c'est par rapport au rapport que le CALP est en train de présenter. Le 15 novembre à 13 h, on va présenter le rapport sur la situation mondiale des transferts monétaires 2023. C'est le troisième rapport de ce type qui a été produit par le CALP. C'est un très grand travail parce qu'il a été une consultation très, très vaste avec beaucoup d'acteurs, aussi beaucoup d'organismes qui sont ici dans la réunion. Lors de la présentation, nous présenterons les principales conclusions du rapport, les débats et les points pertinents autour des transferts monétaires. Et nous discuterons aussi des tendances et des changements dans l'utilisation des transferts monétaires en analysant à la fois les opportunités et aussi les défis à venir. Donc, je pense que ça va être une occasion très intéressante pour beaucoup parmi vous pour comprendre le contexte des transferts monétaires. Je vous partage ici dans le chat, je viens de vous partager les liens. Donc, pour ceux qui veulent voir les liens dans autres langues, vous avez toujours les 4 langues en haut à droite. Vous pouvez choisir la langue. Et s'il vous plaît, si vous êtes intéressé, enregistrez-vous. Le lien pour vous enregistrer est là, au-dessus du texte. Enregistrez-vous et participez parce que ça va être vraiment très, très intéressant. Donc, vu qu'on est à la fin, on a dépassé de quelques minutes, mais je vais encore une fois proposer à Daugo, si tu es encore connecté, est-ce que tu es là? Oui, je te vois. Est-ce que tu peux essayer de voir et dans 2 minutes nous présenter les points pour le Cash Working Group Chat, s'il te plaît? Ah, là, je vois que tu as ouvert le micro, mais on ne t'entend pas encore. Je ne sais pas. Est-ce que vous en ligne, vous l'entendez? Vous pouvez, parce que si c'est un problème de notre côté seulement, est-ce que quelqu'un peut mettre... On n'entend pas. OK, merci beaucoup. Donc, Adaugo, je pense que c'est un problème de ton côté. Je ne sais pas si c'est le micro qui a un problème ou la connexion, je ne sais pas. Mais voilà, désolé encore. Et de toute façon, on va partager aussi les points avec les rapports, avec les comptes rendus du rapport. Donc, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si dans la salle, il y a quelques questions. Ocha, HR, etc. Non. Donc, je vous remercie beaucoup pour la participation très, très active et on va mettre en ligne l'enregistrement et on va vous partager les comptes rendus d'ici quelques jours. Merci beaucoup et bonne suite de journée à vous. Au revoir et merci. Très intéressant.